Oui, alors nous nous retrouvons pour terminer le grand 1 du cours sur l'histoire, dans lequel j'avais déjà commencé à parler pas mal de Nietzsche ici. Grand 1, l'historien, pardon, doit apporter du sens. Alors, euh, dans cette dernière sous-partie, je voulais faire un peu le point sur la question de l'intérêt de l'histoire. Pourquoi étudier l'histoire? Je crois que la réponse à cette question, c'est que l'historien doit apporter du sens, et c'est ça précisément qui rend cette matière intéressante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sens évident, un sens obvi de l'histoire, et tout l'intérêt de l'histoire, c'est de débattre en fait sur le sens des événements et des époques historiques. C'est-à-dire qu'en fait, on a trop tendance, je crois, à résumer l'intérêt de l'histoire à des petites leçons. Généralement, c'est ce que l'on invoque quand on réfléchit à l'intérêt de l'histoire, c'est bon de dire voilà, en fait les périodes historiques ont un sens évident, il faut s'en instruire, il faut en être conscient si on veut éviter de reproduire les erreurs du passé. Voilà. On peut mettre des tirets entre tous les mots que je viens de prononcer, tellement c'est une phrase toute faite, enfin une pensée préconçue sur le sens de l'histoire, l'histoire matière citoyenne, matière politique. Si on veut éviter de ressombrer à nouveau dans le fascisme, il faut absolument qu'on étudie cette période historique. Bon, d'accord. Alors, voilà une opinion très courante. En même temps, elle me semble très gênante à plusieurs titres, à plusieurs égards. D'abord, bon, elle présuppose que l'histoire a un sens obvi, je veux dire par là un sens évident, hein. Bon, ce qui déjà en soi me semble tout à fait problématique. Mais surtout, cette opinion présuppose que les événements du passé peuvent se reproduire. Et il y a là quelque chose qui me semble pas du tout évident, c'est-à-dire qu'au contraire, l'intérêt de l'histoire, c'est de nous montrer la particularité des époques passées. C'est-à-dire qu'en fait, les périodes historiques sont faites d'une infinité de circonstances particulières qui ne peuvent pas se reproduire, hein. C'est-à-dire que le présent peut nous sembler présenter des parallèles ou des analogies avec des périodes du passé, bien sûr. Mais de là à croire que les mêmes événements vont se reproduire avec la même signification, c'est, je crois, une erreur de jugement. Je vais prendre un exemple, deux exemples même, pour illustrer ce point. Je parlais dans la précédente vidéo de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez peut-être que en France, à l'approche enfin, de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un mouvement d'opinion très fort en faveur de la paix, hein. Et donc pour éviter donc, de reproduire les erreurs du passé, les Français des années 30 ont préféré fermer les yeux sur la montée du danger fasciste et de la menace nazie sur l'Europe. Bon, alors, évidemment, il s'agissait d'éviter, de chercher à éviter de se retrouver dans, enfin, renouveler, réitérer l'expérience d'une guerre mondiale qui avait déjà détruit la France euh, dans les, enfin, lors de la Première Guerre mondiale. Et l'opinion publique, avant la Première Guerre mondiale, était par contre en France majoritairement favorable à la guerre, c'est-à-dire qu'il y avait une opinion publique qui était extrêmement belliqueuse, extrêmement belliciste, et à maintes reprises, la guerre a été évitée de justesse, hein, car les opinions publiques étaient vraiment chauffées à blanc et prête à en découdre. Après le désastre de la Première Guerre mondiale, évidemment, les Français ont quand même un petit peu changé de façon de regarder les choses et de regarder les mérites de la guerre. Et au contraire, l'opinion publique a radicalement changé de sens, hein, en France dans les années 30. C'est ce qui fait que, eh bien, dans les années 30, vous avez eu de grands mouvements en faveur de la paix, hein, en France. Et c'est ce qui a amené, par exemple, le président du Conseil, Daladier, à signer les accords de Munich, qui garantissaient en fait à Hitler le droit finalement d'envahir la Tchécoslovaquie et plus tard d'envahir l'Autriche. Et lorsque Daladier est revenu de Munich, il a été stupéfait de voir les Français lui faire un bon accueil et de voir les Français lui faire fête, hein.
en considérant donc que il avait sauvé la paix en Europe. Et lui, Daladier, était parfaitement conscient en fait qu'il s'agissait simplement d'acheter un peu de temps avant avant une guerre qui de toute façon serait inévitable, hein. Et il était parfaitement conscient d'avoir fait quelque chose comment dire, enfin un choix qui n'était pas stratégique, mais bon, avec l'opinion publique française, il ne pouvait pas tellement aller directement contre et faire face à Hitler. Et à sa descente de l'avion, il aurait déclaré assez proche qui était autour de lui, mais les Français sont des cons, hein. Parce que il était stupéfait de voir que les Français étaient complètement aveugles en fait à ce qui était en train de se passer en Europe et que en fait voilà les puissances européennes par lâcheté en fait étaient en train de laisser les mains libres à Hitler pour faire ce qu'il voulait faire en fait en Europe centrale. Et vous voyez en fait la peur de réitérer les erreurs du passé, en fait, a conduit directement les Français à réitérer les erreurs du passé. Enfin, c'est-à-dire que les circonstances avaient changé entre 1910 et 1930. Les circonstances européennes ne sont pas les mêmes, les équilibres européens ne sont pas les mêmes. Et ici, le pacifisme, qui peut-être aurait été une chose éclairée en 1910, s'est avéré catastrophique dans les années 30, hein. Les événements historiques ne se reproduisent jamais à l'identique. Et ici, vous voyez, la volonté de maintenir la paix en Europe a eu en fait des effets directement opposés à ceux que l'on espérait, à ceux que l'on attendait, hein. On pourrait peut-être faire d'autres parallèles comme ça, par exemple dans l'attitude plus récemment de Barack Obama face à la situation en Syrie, hein, où Barack Obama, après avoir promis de l'aide à la rébellion syrienne au cas où le régime de Damas utiliserait des armes chimiques, Barack Obama finalement s'est complètement lavé les mains de sa promesse et a abandonné les Syriens à leur triste sort, c'est-à-dire aux mains de leurs bouchers, hein, et parce qu'il ne voulait pas réitérer l'erreur de l'Irak et de l'Afghanistan, c'est-à-dire engager ses troupes dans un terrain inconnu, mal maîtrisé, avec des perspectives extrêmement nébuleuses et dangereuses. Résultat, en fait, la situation en Syrie s'est avérée peut-être encore plus catastrophique et les conséquences régionales seront peut-être encore plus désastreuses que, euh, que si les Américains avaient euh, décidé d'agir et de marquer le holà à Bachar el-Assad. Voilà. Bon, alors, l'idée, si vous voulez, je crois, c'est que le passé ne se reproduit pas comme tel. Et alors, troisièmement, sur les erreurs du passé, euh, j'ajouterais une dernière chose, ce qui me semble le plus embêtant dans cette histoire de ne pas reproduire les erreurs du passé, c'est qu'en fin de compte, cette façon de considérer l'histoire revient à dire intéressons-nous au passé uniquement dans la mesure où sa barbarie nous montrera l'intérêt d'aujourd'hui agir différemment. C'est-à-dire qu'en fait, et derrière cette formule, il y a une façon de mépriser le passé qui est, je crois, devenue extrêmement courante aujourd'hui, y compris parfois dans la méthode historique. Enfin, du moins dans les programmes qui sont définis par l'éducation nationale. C'est l'impression que j'ai quand on ouvre un manuel d'histoire aujourd'hui, on est consterné en fait de voir dans les manuels d'histoire la litanie des crimes du passé, des erreurs, des choses qu'on n'aurait pas dû faire ainsi, etc. Et j'ai l'impression que la perspective adoptée, alors peut-être pas par les historiens, mais disons la perspective adoptée par les faiseurs de programmes scolaires, revient à constamment mettre en garde en fait les jeunes gens que vous êtes contre les erreurs du passé. Non, attention, voilà, le passé n'est qu'un vaste amas d'erreurs, de crimes, de toutes les sortes. Bon, et il me semble qu'il y a là une forme d'arrogance du présent insupportable, qui est précisément ce dont l'histoire devrait nous guérir. Alors, pour l'expliquer, je vais ici faire référence à nouveau à Nietzsche. Dans la deuxième considération inactuelle, où Nietzsche étudie en fait le problème de l'histoire, Nietzsche décrit plusieurs façons courante, d'après lui, d'écrire l'histoire de son temps. Alors il en distingue trois, l'histoire traditionnaliste, l'histoire monumentale et l'histoire critique. Bon.
Alors, il est intéressant de regarder ce que rapidement ce que Nietzsche veut dire à travers ces trois concepts. L'histoire traditionnaliste, c'est l'histoire écrite d'un point de vue nationaliste, en fait. Alors, ce point de vue semble tout à fait opposé à celui que j'ai cité tout à l'heure, à savoir le culte du passé, le culte des traditions, le culte des racines, de la terre, etc. Cette histoire traditionnaliste, bon, disons réactionnaire ou folkloriste, c'est l'histoire qui, d'après Nietzsche, conduit un peu aux passions guerrières et bellicistes, et elle présente un désavantage, c'est de tenir l'esprit étroitement enfermé en fait dans la réaction, dans une certaine, oui voilà, culte un peu obscurantiste. Bon, la deuxième façon d'écrire l'histoire, l'histoire monumentale, c'est l'histoire des grands hommes, l'histoire des grandes batailles, c'est l'histoire tout à fait glorieuse dans laquelle on cherche à montrer les grandes heures, enfin plutôt non, les grands caractères, les grands héros de l'histoire. Bon, là encore, c'est une histoire relativement nationaliste qui présente un certain nombre de points communs avec la précédente façon d'écrire l'histoire, hein, mais qui, selon Nietzsche, présente un tort, c'est de concentrer en fait le récit historique sur l'action de certaines personnes, ce qui est peut-être tout à fait illusoire, hein. Et puis là encore, c'est une histoire finalement qui est très naïve, hein, et qui en fait se contente de répéter la légende dorée, la géographie, comme on dit, la géographie, c'est-à-dire le fait de d'écrire en fait des personnages euh, sacrés, quoi, hein, des personnages qui sont au-delà de toute critique et qui seraient voilà des héros absolus, etc. Bon, alors cette histoire, donc d'après Nietzsche, est tout à fait naïve, hein, effectivement. Et donc le troisième mouvement, qui est d'après Nietzsche celui qui a le plus de faveur à l'époque où il écrit, c'est l'histoire critique. Alors l'histoire critique, c'est une histoire qui est inspirée par Kant, d'après Nietzsche, hein, et qui consiste à chercher en fait à juger moralement les épisodes du passé, les grands acteurs de l'histoire, les grands événements du passé, etc. Alors cette histoire critique, et donc pour essayer d'évaluer si voilà les décisions qui ont été prises par tel personnage historique étaient judicieuses ou pas, si tel événement est plutôt dû à telle cause ou plutôt dû à autre chose. Enfin voilà, essayer en fait de juger l'historien comme juge. Alors cette histoire critique, je pense qu'on est encore massivement aujourd'hui dans l'histoire critique, même plus que jamais. Bon, ce qui présente un intérêt, hein, l'histoire critique, c'est une histoire vivante, c'est une histoire qui est pas trop naïve, c'est une histoire qui essaye de penser le passé. Et pas simplement de rapporter des faits. C'est une histoire qui essaye de faire preuve de jugement. Bon, ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Mais l'histoire critique présente également un défaut, et finalement les deux autres types d'histoire, les autres méthodes également présentent le même défaut, c'est le défaut de croire que l'intérêt de l'histoire, l'intérêt du passé, c'est de justifier le présent, hein. C'est-à-dire que quand on est dans l'histoire critique, eh bien en fait, bon bah finalement on se gausse des erreurs de jugement du passé et on pointe toutes les imperfections, l'air de se dire bon bah voilà, aujourd'hui quand même, heureusement, on est quand même plus malin, on nous la fait plus, hein, aujourd'hui on nous la fait pas. Et c'est vraiment, d'ailleurs, je trouve hein, personnellement le point de vue qui ressort aujourd'hui des manuels scolaires, c'est-à-dire voilà, ne nous illusions pas, ne soyons pas naïfs, ça n'est pas ce que vous croyez, on nous fera pas croire, etc. Et en fait, je crois ici retrouver cette arrogance du présent qu'on trouve finalement même dans l'histoire traditionnaliste, puisque l'histoire traditionnaliste a pour but effectivement de glorifier le passé, mais glorifier le passé dans la mesure où il fonde le présent, c'est-à-dire dans la mesure où il fonde une nation avec son caractère, ses traditions, son folklore, ses coutumes, ses opinions, ses croyances, sa religion, etc., etc. Donc, en fin de compte, ces trois façons d'écrire l'histoire partagent un même tort, hein, c'est de croire
dans la supériorité du présent. Et je crois que l'idée profonde de Nietzsche, hein, et qui me semble très intéressante, c'est que l'intérêt des études historiques, c'est pas ça, c'est le décentrement, c'est-à-dire sortir du présent pour en saisir la barbarie. Non pas sortir du présent pour aller voir la barbarie du passé, mais considérer le passé pour saisir la barbarie du présent. Et c'est Nietzsche qui, toujours le même Nietzsche, alors je crois que c'est également dans les considérations actuelles, qui écrit que le début de la philosophie, le point de départ de la philosophie, ne doit pas être, comme le dit Socrate, l'étonnement, mais doit être carrément l'effroi devant le présent. Hein. Et c'est ça l'intérêt de l'histoire, c'est de saisir le présent comme dans son étrangeté, et non pas saisir le présent dans son évidence. Et je crois que c'est à ça que ça sert d'étudier l'histoire, hein, ça sert à problématiser le présent, et non pas à considérer qu'on est plus mal. L'intérêt de l'histoire, c'est réside non pas dans l'actualité, c'est-à-dire l'application des leçons d'histoire au présent, mais dans l'inactualité de l'histoire, saisir ce que les époques historiques ont de particulier, pourquoi les époques historiques ne peuvent pas se reproduire, et pourquoi le passé peut nous apprendre quelque chose de plus intéressant que le présent. Voilà. Je termine ici, hein, sur ce point, et donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour commencer à parler du grand 2. Voilà.